Le Moyen Âge, première partie. Nous allons voir aujourd'hui la chute de l'Empire romain avec la dynastie des Mérovingiens et des Carolingiens. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain semble solide. Dès le début de notre ère, Rome règne en maître sur tout le monde méditerranéen. La Gaule, tombée sous la domination romaine, donnera naissance à la société gallo-romaine. Le Rhin et le Danube forment la frontière naturelle de l'Empire romain. Au-delà vivent de nombreux peuples qualifiés par les Romains de barbares, car ils ne savent pas parler latin. Ce sont principalement les Francs et les Goths. Les grandes invasions barbares, au IVe siècle et au Ve siècle, disloquent définitivement l'Empire romain en renforçant dans la population un sentiment de précarité. On voit ici, sur la carte, différents peuples barbares. Il y a les Saxons, les Francs, les Goths, qui sont aussi les Wisigoths, les Ostrogoths, et les Vandales. Les invasions sont globalement constituées d'une série de migrations de tribus causées par un peuple nomade terrifiant, les Huns. Il s'agit d'un peuple provenant d'Asie centrale qui, à la fin du IVe siècle, pousse les autres tribus barbares vers l'ouest en direction de l'Empire romain. Les Huns sont d'une férocité abominable, et Attila, leur roi, est qualifié de fléau de Dieu. En force, ils vont ravager tout le nord de la Gaule. Odoacre, roi des Hérules, dépose à Rome Romulus Augustule en 476 et prend le règne de la Gaule. Cet événement marque la fin de l'Empire romain d'Occident et donc le début du Moyen Âge. À partir du Moyen Âge, les conflits changent de nature. Les invasions barbares cèdent la place à des guerres entre rois barbares qui profitent de l'absence de l'autorité romaine. Nous voyons ici sur cette carte les différentes conquêtes des peuples barbares. Le nom de la dynastie des Mérovingiens viendrait de Mérové, qui était le grand-père présumé de Clovis. Clovis devient roi des Francs en 481 à la mort de son père Childéric. En 496, sous l'influence de sa femme Clotilde, Clovis reçoit son baptême qui le légitime aux yeux des chrétiens. Il a hérité de son père un modeste territoire et réussit à véritablement fonder, suite à ses conquêtes, le royaume franc. Nous voyons ici, sur la carte en orange, les différentes conquêtes et l'extension du royaume des Francs. Selon la coutume franque, le royaume est partagé à la mort de Clovis en 511 entre ses 4 fils, sans aucune considération ethnique ou géographique. Thierry hérite de la région de Metz, Clodomir prend possession d'Orléans, Childebert règne à Paris et Clotaire hérite de Soissons. Après la mort de Clotaire, fils de Clovis, en 561, des disputes incessantes entre ses 2 derniers fils survivants, Chilpéric et Sidebert, ont donné naissance à une véritable guerre civile au sein du royaume franc. Le Regnum Francorum, territoire occupé par les Mérovingiens, est alors à son apogée. Il englobe toute la Gaule, à l'exception de la Septimanie et une partie de l'Allemagne. À peine réunifié, il est hélas à nouveau partagé entre les 4 enfants de Clotaire. De nombreuses disputes entre ces derniers donneront naissance à des guerres civiles, bloquant tout développement économique du royaume franc pendant plus de 50 ans. Le règne de Dagobert, de 632 à 639, fut l'une des apogées de la civilisation mérovingienne. Après avoir été nommé par son père Clotaire II, roi d'Austrasie, en 623,
Dagobert règne sur le royaume unifié après la mort de son père et de son frère Charibert en 632. Il parvient à restaurer en partie l'autorité royale et à maintenir l'unité du royaume. Les rois succédant à Dagobert Ier sont connus sous le nom de rois fainéants. Nous voyons ici la généalogie des rois fainéants. Durant le dernier siècle de la dynastie mérovingienne, de 639 à 751, le pouvoir va être exercé par les maires du palais, qui ne laissent au roi que l'apparence du pouvoir. La prise de pouvoir des Carolingiens s'est en fait préparée dès la fin du 7e siècle en profitant de l'anarchie mérovingienne des rois fainéants. De 639 à 751, la famille des Pipinides ne va cesser de porter son empreinte sur l'anarchie de la monarchie mérovingienne. Elle va progressivement concentrer entre ses mains les réels pouvoirs et se montrera capable de résister aux dangers tant intérieurs qu'extérieurs. Elle remplacera, à partir de 751, la dynastie des Mérovingiens et donnera naissance à la dynastie des Carolingiens. Charles Martel, illustre personnage de cette famille, va notamment s'affirmer en arrêtant les Arabes en 732 à Poitiers. C'est Pépin le Bref, ou Pépin III, qui dépose le dernier roi mérovingien Childéric III. Il le fait tonsurer en 751. La longue chevelure était alors un signe de royauté, avant de le faire enfermer dans un monastère. Il est élu roi en 751 par l'Assemblée des Francs et sera sacré à Saint-Denis par saint Boniface, mettant définitivement fin à la dynastie des Mérovingiens et donnant naissance à la dynastie des Carolingiens qui perdurera jusqu'en 987. Après avoir pacifié son territoire et étendu son royaume, il meurt en 768. Son royaume est divisé selon la coutume franque entre ses fils Carloman et Charles, qu'on nommera Charles le Grand. Après le décès de Carloman, Charlemagne recueille l'ensemble de son héritage. À partir de 768, Charlemagne défendra son royaume contre de nombreux envahisseurs menaçant son pourtour. Il fera la guerre durant les 46 années que durera son règne. Il lui fallait donc une forte armée. Ces conquêtes auront également pour effet d'étendre le christianisme, car les peuples soumis souvent païens étaient contraints de se faire baptiser, et d'incorporer au trésor royal de considérables butins et des terres lui permettant de récompenser ses vassaux les plus fidèles. Le pape Léon III est emprisonné à Rome en 799 et roué de coups par les nobles qui l'accusent d'immoralité. Mais le pape s'échappe et trouve refuge auprès de Charlemagne. Le roi de France le reconduit sous bonne escorte à Rome. En retour, Charlemagne reçoit du pape Léon III, dans l'église du Vatican à Rome, le jour de Noël de l'an 800, la couronne impériale. Il est sacré empereur d'Occident. Devenu empereur, Charlemagne se préoccupe de remettre de l'ordre dans son royaume. Or, le territoire est immense et peuplé de 15 millions d'habitants. Charlemagne gouvernait son empire par l'intermédiaire d'environ 700 comtes à qui il déléguait l'administration locale. Ils étaient au sein de leur comté à la fois administrateurs, juges, chefs militaires et percepteurs des impôts et amendes. Charlemagne créera un corps d'inspecteurs spéciaux chargés de faire connaître et exécuter les décisions gouvernementales, les missi dominici, dits envoyés du maître. Il veillait à l'application des lois et levait en cas de besoin des troupes. Malgré l'organisation mise en place, il restait difficile à Charlemagne de surveiller ses provinces. Chaque ordre du roi était ainsi transmis à tous les sujets par l'intermédiaire des seigneurs, puis de ses vassaux, et ainsi de suite. Le protecteur était le seigneur, le protégé était le vassal. Vous pouvez voir ici comment était organisée
le royaume. La période des rois fainéants avait été marquée par une ignorance presque complète du latin. Or Charlemagne voulait un clergé cultivé, capable de lire les saintes écritures, des fonctionnaires instruits, car les textes officiels continuaient d'être rédigés en latin, et une base linguistique et culturelle pour tenter d'unifier son peuple si varié ethnologiquement suite à ses nombreuses conquêtes. C'est par l'Église que Charlemagne passera l'effort d'éducation du peuple. Des écoles se fondent auprès des cathédrales et des monastères, et une dizaine d'écoles de calligraphie où on enseignait la belle écriture se créent. Charlemagne établira également une école dans son palais d'Aix-la-Chapelle. L'ambitieuse politique de Charlemagne dans le domaine des arts, qui sera qualifiée de renaissance carolingienne, aura entre autres les effets suivants. Des églises parfois très grandes seront décorées sous l'influence de l'art byzantin, de plaques d'orfèvrerie, de mosaïques et de fresques. Au sein des scriptoriums des monastères, les reliures des Bibles et les reliquaires s'ornent de bas-reliefs sur le parchemin des manuscrits. On peint des miniatures ou de délicates enluminures inspirées de modèles byzantins. Les orfèvres cisèlent des écrins d'or ou d'ivoire pour accueillir de précieux manuscrits ou des reliques. Fin de la première partie.